Je vais continuer à vous parler du langage et particulièrement de la manière dont notre cerveau se réorganise au cours de notre vie pour maintenir nos performances langagières. Un bref rappel théorique avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, en neurosciences cognitives, ces 20 dernières années, il y a un véritable changement de paradigme qui s'opère. Sur les modèles du langage, on ne considère pas une fonction langagière associée à une région spécifique, comme on avait sur les modèles localisationnistes du 19e siècle, par exemple. On a dépassé aussi ces modèles plutôt hiérarchiques, où on considérait que le fonctionnement du langage, c'était une activation séquentielle de régions selon différentes routes dans le cerveau. Maintenant, on va vraiment vers des modèles qu'on appelle connectomiques, des modèles intégratifs, où la richesse du comportement humain, la richesse de la cognition humaine, et particulièrement des fonctions cognitives aussi complexes que le langage, émerge de ces interactions cérébrales, émerge de ces interactions entre les régions du réseau cérébral. Et ce changement de paradigme sur le plan neuroscientifique, il s'accompagne d'un changement sur le plan neurocognitif, où on comprend bien que le langage, intuitivement, si j'ai envie de communiquer des pensées, des buts, des croyances, des connaissances à mon interlocuteur en face, il faut que je récupère à la fois des informations en mémoire à long terme, mais il faut également que je m'adapte au contexte socio-communicationnel de manière continue, d'où cette interaction entre le langage, les fonctions mnésiques, et puis aussi les fonctions exécutives particulièrement, dont des performances en fluence verbale, en abstraction sémantique, donc c'est tout ce qui est tâche de compréhension de proverbes par exemple, font partie de cette interaction intercognitive. Et lorsqu'on essaie de modéliser cette fonction, le langage, finalement, on comprend bien que ce n'est pas une fonction isolée. Ici, on peut le représenter selon 3 dimensions. La dimension plutôt entrée-sortie, ici en violet, où c'est vraiment perception, articulation du langage, qui est contrastée avec ces processus plutôt mnésiques, donc d'accès en mémoire sémantique, en mémoire épisodique. Et on voit cette dimension, ce vecteur unificateur ici au milieu, qu'est la mémoire de travail, qui vient vraiment lier les 2 dimensions, cette dimension langage spécifique et puis cette dimension plutôt mnésique. Donc c'est dans ce cadre-là que ce travail va s'inscrire. Et ça, c'est les notions clés que j'aimerais qu'on garde à l'esprit durant cette présentation, cette notion déjà connectomique au niveau cérébral et cette dimension intercognitive au niveau cognitif. Et donc, le travail que je vais vous présenter, il s'appuie sur la continuité d'un projet qui a été mené récemment dans notre équipe, où on a cherché à modéliser l'architecture connectomique du langage, l'architecture fonctionnelle du langage. Pour cela, on s'est basé sur une grande cohorte de sujets sains et 13 tâches IRMF, donc des tâches toutes associées au langage. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que la complexité du langage au niveau cognitif, on la retrouve au niveau cérébral, selon une architecture, selon 4 sous-systèmes. Un premier sous-système très traditionnel associé à ces régions très latéralisées à gauche du réseau péricylvien, mais également ces régions plutôt fronto-pariétales associées à des régions plutôt de contrôle exécutif, des régions plutôt médiales ici plutôt associées à cet accès en sémantique épisodique, et puis des régions plutôt bilatéralisées associées à ces fonctions sensorimotrices. Donc on comprend bien que le langage, enfin cette architecture du moins, elle pourrait soutenir des processus qui sont à la fois intralinguistiques, mais aussi extralinguistiques, qui reflètent la complexité du langage. Et donc on en vient à notre problématique, où on a cherché à comprendre quel est l'impact cognitif de cette architecture sur le plan cognitif. Lorsqu'on s'intéresse au cours de la vie à nos performances langagières, on s'aperçoit que ces processus phonologiques, notamment, ils ont tendance à diminuer de manière assez importante, déjà, et puis de manière surtout assez accélérée autour de la 5e décennie de vie ici, comparé à des performances qui recrutent des processus sémantiques qui sont beaucoup plus préservés au cours de la vie. Donc on a cherché à comprendre quels sont les mécanismes dans notre cerveau qui traduisent de cette variabilité finalement, comment notre cerveau se réorganise et quelle est la manière qui permet d'expliquer cette variabilité qu'on voit ici à gauche. Pour cela, on s'est appuyé sur une grande base de données parce que c'est un travail de modélisation. Donc, on a fait appel à une base de données CAMCAN. On a quasi 700 participants ici. Vous avez le nombre précis.
Et donc, on a essayé d'intégrer au fur et à mesure d'abord une analyse un peu exploratoire au niveau cérébral, et puis ensuite intégrer ces données cognitives pour vraiment faire de l'intégration, ce qu'on appelle de l'intégration multimodale, cette modalité cérébrale d'IRMF de repos, et puis cette modalité plutôt cognitive avec les scores neuropsychologiques. Donc, on a fait des analyses de graphes, c'est dans la continuité de ce que vous a présenté Anna juste avant, ce que je vais détailler par la suite. Et ensuite, on a intégré ces données cognitives en utilisant une méthode de fusion, ce que je détaillerai par la suite, qui va informer un modèle d'inférence causale. Donc en fait, ça nous permet vraiment de faire des analyses exploratoires, puis ensuite de créer un modèle qu'on peut tester sur le plan causal. Alors comme je l'ai dit, c'est une grande base de données de 628 adultes. L'avantage, c'est qu'on a une distribution de l'âge qui est assez uniforme au cours de la vie, ce qu'on ne retrouve pas souvent dans toutes les études. Souvent, on a une distribution bimodale, on a une population très jeune, une population très âgée, donc on peut comparer que deux groupes. Là, l'avantage avec notre base de données, c'est qu'on peut vraiment prendre l'âge comme une variable continue. Et donc sur les analyses sur le plan cérébral, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre connectome du langage que je vous ai montré précédemment. Je reviens, ce truc-là. On reprend en fait, ça constitue un atlas de 131 régions qui sont représentées ici. On prend ces régions-là et on va extraire le décours temporel qui est associé à leur signal bold. On va corréler pour chacune de ces régions le signal bold. Et en fonction du degré de couplage fonctionnel, finalement, on va appliquer un seuil pour créer une matrice de corrélation, toute simple, où 1 représente ce degré de couplage fonctionnel qui dépasse le seuil qu'on a imposé, et 0, une corrélation qui serait peut-être négligeable. Ça nous permet de créer un graphe où chaque nœud du graphe correspond à une région, et puis chaque arête entre ces régions correspond au degré de couplage fonctionnel. À partir de, non, c'est ce que je viens d'expliquer ici, une région, et puis le degré de couplage fonctionnel entre ces régions-là. On peut faire des analyses ensuite, ce qu'on appelle de modularité, pour retrouver cette architecture du langage qu'on a montré avant en IRMF de tâche. Cette fois-ci, on va le montrer en IRMF de repos. Et lorsqu'on fait ces analyses de modularité, on se rend compte que le langage repos, c'est une fonction très complexe également, qui s'organise selon 4 sous-systèmes, un réseau plutôt associatif, plutôt, comme je l'ai dit avant, cette dimension un peu plus conceptuelle du langage, qui recrute donc des régions du DMN, Default Network, qui est plutôt associé à cette cognition interne. Aussi un deuxième grand réseau, un réseau sensorimoteur, et puis 2 sous-réseaux, des réseaux plutôt attentionnels, et particulièrement un réseau contrôle exécutif, qui on va voir est très important pour comprendre ces mécanismes au cours de la vie. Et donc, on s'est appuyé sur la méthode de la théorie des graphes, on s'est appuyé sur des mesures qu'on appelle des rôles topologiques. Topologie, c'est-à-dire qu'on considère le cerveau comme un réseau, tout simplement. Ici, je vous ai représenté les deux sous-systèmes qu'on a. Et si on prend en compte, en fait, on va quantifier l'influence de chaque nœud dans la communication inter-réseau. Donc ici, si on prend en compte ce nœud qui est vraiment à l'interface entre les deux sous-systèmes, on voit que c'est une connexion très longue distance, on va dire que c'est un hub plutôt connecteur, qui a des propriétés très intégratives dans le réseau, qui contraste avec des régions qui sont plutôt provinciales, qui sont très connectées au sein de leur module et qui permettent vraiment de traiter l'information de manière parallèle, un peu plus en local, donc plutôt une spécialisation fonctionnelle. Si je prends une analogie pour que ce soit plus simple, on prend notre belle carte de France. Une région connectrice, ce serait un peu l'équivalent de Paris, c'est-à-dire que Paris est très connecté au sein de la France, des connexions très courte distance, mais également à l'extérieur avec les autres pays, donc des connexions très longue distance. Des régions provinciales, ça serait plutôt Grenoble ou Chambéry qui sont très connectées a fortiori au sein de la France. Il y a également des hubs plutôt satellites, des régions plutôt satellites qui ont plutôt des connexions longue distance. Ici, je les ai représentées par des connexions plutôt outre-Manche et outre-Atlantique. Et puis, on a des régions plutôt périphériques qui sont un peu plus en marge du réseau, un peu plus désactivées sur le plan fonctionnel. Donc ici, bon, la Corse. Désolé s'il y a des Corses dans la salle. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est dans notre réseau, donc nos 130 régions qui correspondent à notre connectome du langage, on va compter le nombre de régions
connectrices, le nombre de régions provinciales, etc., qu'on a dans le réseau. Et on fait ça pour tous les âges au cours de la vie. Et on voit cette évolution. On perd en fait, au cours de la vie, des hubs provinciaux. On perd cette spécialisation fonctionnelle qui est associée à un déclin cognitif progressif. Si on prend cette figure en haut, c'est comme si on se déplaçait vers la droite. Vous voyez, où on perd de la ségrégation, finalement, on a un réseau qui devient de plus en plus intégré, qui devient de plus en plus dédifférencié. Et donc cette perte de spécialisation, forcément, elle est contrastée par une augmentation d'intégration, une augmentation de ses propriétés intégratives, et de manière très intéressante, et ce qui est souvent un peu mise en marge dans la littérature scientifique, c'est cette désactivation en parallèle des régions périphériques, qui viendrait finalement un peu contrebalancer le coût de cette intégration, parce que l'intégration, c'est un processus sur le plan métabolique qui est assez coûteux, qui repose sur des connexions qui sont très longue distance, et donc la désactivation vers des régions périphériques viendrait contrebalancer ce coût d'intégration. C'est un peu un principe d'économie, si vous voulez, sur le plan métabolique. Ça, c'était des changements sur le plan quantitatif. Maintenant, on peut s'intéresser sur le changement sur le plan qualitatif, c'est-à-dire ces régions provinciales, on voit qu'elles deviennent des régions connectrices, et moi, je cherche à savoir quelles sont les régions qui se reconfigurent, quelles sont les régions qui se modifient. Si je prends ce graphique ici, c'est comme si j'avais, par exemple, la région de Broca. On peut imaginer que c'est une région provinciale dans les premiers âges de la vie, qui va devenir de plus en plus connectée, qui va devenir une région connectrice vers des âges plus avancés. Et je peux faire ça sur l'intégralité de mes 130 régions du connectome du langage. Et à partir de ces changements qualitatifs, je peux essayer de créer un modèle de reconfiguration au cours de la vie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette perte de spécialisation ici, donc cette perte de connexion courte distance, il y a deux grandes stratégies qui émergent. Une première stratégie, qui est une stratégie plutôt synergique, qui est basée sur ce principe d'économie dont je vous parlais juste à l'instant, cette désactivation des régions DMN qui vient contrebalancer le coût de l'intégration dans ces régions contrôlées exécutives. Donc on voit bien ici l'interaction sur le plan neural, en tout cas, entre les régions qui sont associées à des processus plutôt sémantiques et les régions qui sont associées à des processus plutôt contrôlés exécutifs qui viennent pallier à ce déclin cognitif. Ici, cette synergie, en fait, je l'ai représentée par ces jolis filaments dorés sur la figure. Et si on en revient sur le plan cognitif, c'est ce qui nous intéresse quand même, on voit qu'autour de 50 ans, vous voyez, il y a une accélération du déclin. Et cette accélération du déclin, on s'aperçoit qu'elle vient d'une disruption de ce couplage, finalement, entre DMN et FPN, où il y a un changement de stratégie qui s'opère, une stratégie qui est beaucoup moins efficace. Pourquoi elle est moins efficace, cette stratégie? Tout simplement parce qu'elle repose sur les connexions que j'ai perdues. Donc je perds les connexions, j'essaie de les réintégrer, mais finalement elles sont instables, donc c'est une stratégie qui est peu efficace sur le long terme. Donc ça, c'était un travail de modélisation assez exploratoire. Maintenant, je vais essayer de le montrer sur le plan corrélationnel et ensuite sur le plan causal. Pour cela, je me suis appuyé on s'est appuyé sur une méthode corrélationnelle qui s'appelle la CCA, analyse canonique par corrélation. Ça fonctionne un peu comme une PCA, c'est-à-dire qu'on va chercher des combinaisons linéaires entre mes deux sets qui vont maximiser la corrélation. Et donc, si je fais cette analyse de CCA, je me rends compte que ces changements de réseau dont je vous ai parlé avant, il permet de discriminer les performances cognitives selon deux axes. Un premier axe qui est juste le niveau de déclin ou de résilience sur le plan cognitif. On voit que les performances des processus phonologiques ont tendance à décroître de manière plus importante au cours de la vie que les processus sémantiques. Et de manière encore plus intéressante, on retrouve ce degré d'interaction intercognitive dont je vous parlais avant, où on voit que plus une tâche recrute cette interaction entre le langage notamment et les fonctions exécutives, plus elle va avoir tendance à être préservée au cours de la vie. Et c'est ce qu'on voit ici également lorsqu'on s'intéresse à cette évolution au cours de la vie de ces deux dimensions. On voit que les performances dans les tâches synergiques augmentent puis diminuent, et ce shift au fait, au cours de la 5e décennie de vie est associé à cette accélération du déclin cognitif. Donc on peut penser que cette accélération du déclin des tâches langagières pourrait être modulée par ce degré de synergie, par cette perte de synergie finalement. C'est également ce qu'on voit ici. Si vous regardez, ici vous avez ce couplage DMN-FPN dont je vous parlais, cette désactivation couplée à cette intégration ici dans la diagonale qui correspond à cette résilience au cours de la vie. Et puis
à partir de 50, 60 ans, on voit qu'il y a une perte de ce traitement, une perte de ce couplage DMN-FPN qui est si modélisé par ce changement des régions DMN qui ne vont pas réussir à se désactiver, qui vont au contraire intégrer des connexions longue distance. Donc il y a véritablement ce changement de stratégie qui s'opère, qui pourrait expliquer cette variabilité cognitive dont je parlais juste avant. Et ce modèle qui reste exploratoire et ensuite corrélationnel, ça a formé un modèle causal qui peut être résumé par cette figure, où on voit qu'au cours de la vie, il y a une augmentation progressive de cet effet neuroprotecteur dû à ce traitement synergique qui nous permet de pallier au déclin cognitif. Et puis, autour de 50-60 ans, un déclin de manière assez abrupte dû à cette perte de couplage. Donc, en conclusion, on a montré 3 choses. Déjà, sur le plan cognitif, le langage, ce n'est pas une fonction isolée. C'est une fonction qui est vraiment en interaction avec d'autres fonctions, avec notamment les fonctions exécutives. Sur le plan cérébral, on a montré que pallier au déclin cognitif, c'est dû à on va créer une architecture palliative de par ce couplage DMN-FPN, et que si on prend le tout en compte, ça crée une dynamique finalement de réorganisation où la 5e décennie de vie est une période charnière où ce déclin cognitif accéléré est dû à cette perte de traitement. Je vous remercie.